Merci encore une fois de votre constante fidélité à Chérifla à Télévision. La liberté d'expression via les sites de réseaux sociaux est liée fondamentalement aux libertés de l'utilisateur dans la production, la consommation et le partage de contenu numérique. Cette liberté peut prendre plusieurs directions susceptibles de nuire, voire même porter atteinte gravement à l'intégrité morale, parfois physique, de tout individu. L'utilisation abusive des réseaux sociaux en période de conflit. Alerte à la cybercriminalité au Mali. Chez nous, c'est le thème de votre émission d'aujourd'hui. Et pour en débattre, j'ai l'immense plaisir de recevoir ici présente une dame que vous connaissez sans doute, puisque c'est sa troisième fois de passer sur ce plateau. Elle est la directrice exécutive d'Agicad. C'est Adam Diko qui nous fait l'honneur d'être présente sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Un autre invité aujourd'hui pour débattre justement de ce thème usage abusif des réseaux sociaux en période de conflit, c'est le compole Hamadou Bilal Traoré. Il est commandant à BIJ. La BIJ, c'est la Brigade d'investigation judiciaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Monsieur Traoré. Merci. Merci. Encore le troisième invité d'aujourd'hui. Lui, c'est Monsieur Haruna Keita. Il est directeur des affaires juridiques au sein de la PDP, c'est l'autorité de protection des données à caractère personnel. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Keita. Bonjour. Bien. Et enfin, le quatrième invité, lui, c'est un activiste. Il s'appelle Drissa Mementa. Il est le président d'une association qui s'appelle Éveil de conscience. Merci d'être venu sur ce plateau de l'émission Sans langue de bois. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, merci à vous quatre d'être venus pour débattre de ce thème quand même qui nous préoccupe tous. C'est l'usage abusif des réseaux sociaux, surtout en période de crise. Alors moi, je voudrais justement qu'on rentre un peu dans l'explication des limites de la liberté d'expression quand il s'agit de l'utilisation justement des réseaux sociaux. Adam, comment voyez-vous la liberté justement d'expression avec l'utilisation des réseaux sociaux? Ok, merci beaucoup et merci à Chérifla TV de m'avoir associé à cette émission. Alors, la liberté d'expression, effectivement, ça inclut aussi l'usage des réseaux sociaux, mais comme on l'a dit, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, l'avènement des réseaux sociaux, je pense que ça a été... les choses se sont assez évoluées et peut-être les textes où la réglementation n'a pas suivi l'évolution des choses. Il y a de cela peut-être 15 ans, 10 ans, si on avait dit qu'un jour on allait être doté des outils tels que Facebook, Twitter ou WhatsApp à cette vitesse-là, je pense qu'il y a quelques questionnements quand même qu'on allait se poser. Donc, mais les choses sont arrivées très vite et se sont accélérées, donc la réglementation n'a pas eu la même vitesse que cela. Donc du coup, ça a impliqué des dérives, notamment sur des libertés, où est-ce qu'on doit s'arrêter, est-ce que si on a accès à un réseau social, on peut se permettre tout, on peut tout mettre dedans, on peut parler de tout et de rien. Et donc du coup, ça a été un peu les problèmes au début. Et l'utilisation, je ne dirais pas que ça a été abusif au début, mais ça n'a pas été bien compris, c'est-à-dire on n'a pas fixé les limites des réseaux sociaux. Donc chacun s'est laissé aller et à un moment il fallait vraiment poser les limites pour dire voici ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, voici ce qu'on ne doit pas faire avec les réseaux sociaux. Ce qu'on ne doit pas faire justement, et on aura le temps de vous redonner la parole pour décortiquer tout cela en 60 minutes. Je m'adresse à Monsieur Traoré. Alors on est vraiment dans l'ère du numérique, le tout numérique, avec l'explosion justement de ces réseaux sociaux. Comment voyez-vous la liberté d'expression avec justement ces réseaux sociaux, on est obligé de composer avec aujourd'hui? Merci Chérifla TV et merci à tous les téléspectateurs. Bonjour une fois de plus encore. C'est pour vous dire les réseaux sociaux comme ont une historique, l'utilisation même des réseaux sociaux qui avait commencé d'abord par un but qui était purement social, c'est-à-dire une famille, des amis, des camarades. Et par la suite, la chose a un peu évolué pour se retrouver dans un cadre professionnel. Les services, les contacts, les contrats, la recherche des marchés.
un peu cela. Mais il s'est avéré que ces derniers moments, les réseaux sociaux ont eu un boom au Mali. Le boom a fait que, de nos jours, il y a eu une utilisation un peu abusive de la matière, parce que certains croient que, au lieu que ce ne soit un matériel de travail, c'est devenu plutôt un matériel de règlement de compte. Donc nous, à notre niveau, comme unité d'enquête ou bien unité de répression, c'est vraiment malheureux, mais c'est de cet œil-là que nous sommes en train de voir la chose. Au lieu de l'utiliser à bon escient pour en tirer profit, on l'utilise plutôt pour nuire. Absolument. Et ça, on ne voudrait surtout pas. Alors, on s'adresse évidemment à monsieur le juriste, lui qui représente justement cette autorité de protection des données à caractère personnel. Pouvez-vous nous expliquer les limites justement de la liberté d'expression dans l'utilisation de ces réseaux sociaux? Ok, M. Gara, je m'associe aux autres participants au débat pour remercier Chérifla TV pour nous avoir invités sur ce plateau. Et par rapport au lien liberté d'expression et les réseaux sociaux, je dirais que les réseaux sociaux ont une philosophie. Tout le monde sait que c'est venu de la Silicon Valley, les réseaux sociaux sont américains, pour la majeure partie ils sont américains. Et aux États-Unis, leur principe c'est quoi? Tout le monde peut dire ce qu'il veut, sans restriction. Donc, on a transposé ça, comme à travers l'Internet leur a permis d'avoir un créneau pour transporter leur mentalité, leur idéologie libertine, entre guillemets, excusez-moi l'expression, pour nous imposer leur vision des choses. Pour les Américains, on peut insulter un président de la République directement, face à face, sans pour autant être poursuivi. Alors que nous, on a nos mœurs, on a des valeurs sociétales à protéger. Donc c'est pourquoi je dirais, d'accord, la liberté d'expression est là, mais il faut que ce soit encadré. C'est pourquoi d'ailleurs l'État, à travers la loi 2013-015, a pris a instauré un cadre juridique pour empêcher que l'informatique, de façon générale, ne puisse porter atteinte à la vie privée des gens, aux données personnelles des individus, à leur vie privée, à leur dignité. C'est pourquoi la PDP est là et veille scrupuleusement à ce que cela ne se fasse pas. À travers une sensibilisation du grand public et en régulant des traitements de données personnelles. Je crois qu'au fil du débat, on en parlera. Avant de donner rapidement la parole à M. Mementa, la PDP a été mise sur pied en quelle année? La loi date de 2013. De 2013, mais la PDP, son lancement a été fait en 2015. D'accord. Nous, on a, après 4 années d'existence seulement, par rapport aux autres structures administratives. Aux autres structures administratives. Mais la PDP est en train de faire de ce mieux. D'accord. Alors, monsieur, nous avons la chance d'avoir parmi nous un activiste, même si Adam Diko aussi est activiste à sa façon. Mementa, est-ce que vous voyez de la même façon cette liberté d'expression en lien avec l'utilisation de ces réseaux sociaux? D'abord, merci beaucoup à Chérifla TV et merci à tous ceux qui vont nous regarder. Merci ceux qui également vont nous regarder dans les jours à venir. Parce que dans les jours à venir, ils vont également nous regarder sur les réseaux sociaux. Voilà, je voulais dire ça. Maintenant, quant à la liberté d'expression, surtout sur les réseaux sociaux, moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas une liberté d'expression. En ce moment, c'est la dérive de l'expression. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens disent tout et de n'importe quoi. Maintenant, il faut voir très loin. Au-delà des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est l'image même de la société malienne actuelle. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans nos grains, c'est ce qui se passe même dans nos écoles. Les insultes que vous voyez, les images que vous voyez, c'est ce qui se dit dans les grains, c'est ce qui se passe à l'école également. Donc, les réseaux sociaux sont venus trouver chez nous qu'il y avait déjà une transformation de la société qui était déjà en cours et les réseaux sociaux ont contribué à accélérer cette transformation sociale. Voilà, je dirais. Alors, Adam, est-ce que, écoutez, Monsieur Mementa, est-ce qu'on est en train d'assister à une dépravation des mœurs, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est parce que les réseaux sociaux sont là qu'on doit se permettre de faire des injures, des insultes, et tout en pensant que cela va rester impuni? Alors, il a dit quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le reflet de notre société. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, c'est pas que les réseaux sociaux ont amené des injures. Les réseaux sociaux peut-être nous ont permis de mettre la lumière sur certaines pratiques qui se font dans notre société.
ces injures où vous voyez des gens qui se droguent, qui filment, qui mettent ça sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux qui les poussent à le faire. En fait, ces gens le font et maintenant, à travers les réseaux sociaux, d'autres personnes voient cette réalité. Donc, c'est ça aussi qu'on doit savoir. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est les réseaux sociaux qui sont en train de détruire notre société, mais nous avons un problème de société qu'il faut régler. Parce que les réseaux sociaux, c'est le portail. C'est-à-dire, on a un portail, tout ce qu'on veut, on le met dedans. Mais on le fait dans la vraie vie, en fait. On le fait dans la vraie vie et les réseaux sociaux sont là et on l'utilise pour que les autres puissent le voir. Je voudrais revenir sur quelque chose que M. Keïta a dit, c'est-à-dire l'importation des réseaux sociaux. Depuis la Silicon Valley. Depuis la Silicon Valley et aussi cette ambition peut-être pour les Américains d'imposer leur façon de faire ou leur façon de penser aux autres. Au reste du monde. Au reste du monde. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Ce n'est pas que... Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je pense que les réseaux sociaux... Justement, on est dans la contradiction dans ce débat. Voilà, chaque pays ou chaque société l'utilise comme bon lui semble. C'est-à-dire qu'on dise que les États-Unis, à travers les réseaux sociaux, quelqu'un peut venir s'arrêter devant Donald Trump pour l'insulter. Ça ne veut pas dire que oui, si Facebook arrive au Mali, on a vu un Américain qui a utilisé Facebook pour insulter Donald Trump, qu'on va le prendre pour aller insulter Donald Trump. Non, si un Malien le prend pour aller insulter le président de la République, c'est à nous vraiment de mettre ces limites-là pour que ça n'arrive pas. Mais non pas nous dire que bon, ça vient de l'extérieur, ça vient avec les doctrines ou les pensées de l'extérieur qu'il faut. Non, nous sommes dans un monde assez global. Nous sommes dans la mondialisation et l'évolution, ça suit son cours. Je suis d'accord avec les mœurs, les coutumes, les traditions et autres, mais il faut comprendre que le monde est en train d'aller à une vitesse où on ne peut plus s'asseoir pour dire que ça c'est malien, ça c'est ivoirien, ça c'est américain. Non, c'est mondial, ça appartient au monde et à chaque pays de pouvoir mettre les limites. Mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le reflet de notre société. Tout à fait. Alors, nous devenons, j'aime bien cette expression, un village planétaire, Monsieur Traoré. Est-ce que vous avez les moyens de répression, des moyens suffisants de répression à l'endroit de ceux-là qui s'adonnent à des injures sur les réseaux sociaux? On parle de réseaux sociaux, mais peut-être qu'il va falloir qu'on les cite un à un. Aujourd'hui, on sait que WhatsApp a explosé ici au Mali. On sait que Facebook, ça a commencé par ça. On parle de Twitter, on parle de quoi? D'Instagram, on parle de quoi d'autre? De Snapchat, qui est en mode maintenant avec la nouvelle génération. Alors, est-ce que vous avez suffisamment les moyens de faire assez de répression? Voilà, effectivement, comme vous l'avez dit, d'abord pour un peu revenir à Adam, nous avons un problème sociétal qu'il va falloir régler. C'est-à-dire les injures que nous voyons tous les jours sur les réseaux sociaux, ce n'est que le reflet de notre société. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème d'éducation qui se pose à notre pays. Si l'enfant américain peut s'arrêter devant son père pour lui dire « Papa, vous avez menti » ou « Maman, vous avez menti », c'est bien, ça passe aux États-Unis. Mais c'est inconcevable ici dans notre société. Parce que nous aussi, nous avons nos cultures, nous avons aussi nos traditions. Donc, c'est inconcevable. Pour revenir à votre question, par le passé, c'est vrai, dans un passé récent, quand même, on n'avait pas quand même une loi qui a trait à la sanction de ces injures ou autre chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais tout récemment, en décembre 2019, précisément le 5 décembre 2019, il y a une loi qui a été promulguée, qui est la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019, portant la répression de la cybercriminalité. Donc, ce qui veut dire, de nos jours, les services de répression, parce que bon, je m'excuse quand je parle, j'ai une logique de répression parce que je suis un agent de répression. Les services de répression quand même sont outillés parce qu'ils ont déjà un cadre légal. Parce que par le passé, pour traiter de cette question, on a très souvent à des infractions liées à l'informatique ou des infractions qui sont liées à la télécommunication. Alors que ce n'est pas ces infractions, c'est plutôt des infractions de cybercriminalité qui sont liées aux réseaux sociaux. Donc nous avons une loi qui est là, la loi a été promulguée. Donc dorénavant, qui s'adonne quand même à des insultes, à des injures ou à des chantages sur les réseaux sociaux, se voit exposé à des sanctions conformément aux dispositions de cette loi. Oui, d'accord, conformément aux dispositions de ces lois. On parle de textes, c'est bien, alors on parle de respect de ces lois.
lois. Mais jusqu'à preuve de contraire, les gens ne respectent pas ces lois. Et est-ce que, à votre niveau, Monsieur Keita, est-ce que les textes sont suffisamment élaborés pour mettre en garde justement ceux-là qui s'adonnent à ces pratiques? Parce que dit justement la loi sur la question? D'accord. Merci, M. Gara. Avant de répondre à cette question, j'ai répondu un peu sur l'intervention de la dame. La réponse du berger à la bergère. Voilà, parce que sur ce plateau. Les réseaux sociaux, les géants du net là ont une philosophie. D'accord. Elle le sait certainement, c'est que leur philosophie, c'est quoi? De faire sauter la superpuissance des États à travers les individus. Donc, ils mettent l'accent sur la promotion de la puissance des individus, des communautés d'individus, pour mettre à terre la superpuissance des États, de nos États. Pas seulement des États africains, des États dans le monde entier. Donc, l'objectif même de Facebook, de Google, c'est à terme de supplanter la puissance étatique de structures administratives. Donc, c'est pourquoi... C'est aussi la guerre des États, les réseaux sociaux? Oui, c'est fondamentalement ça? Actuellement, ils sont considérés comme une planète à part, la système planète. On les appelle actuellement la système planète. Donc, ils sont tellement puissants que Facebook seul est plus puissant que l'État du Mali. Donc, l'État du Mali ne peut rien seul, ne peut rien contre. C'est pourquoi nous, au niveau de la des autorités de protection des données personnelles en Afrique, nous avons créé un réseau africain pour aller un peu, pour encadrer, pour faire front. Comme les Européens l'ont fait, on va en venir certainement. Les Européens, face à la puissance des géants du net, ont créé un règlement européen pour les bloquer, pour les contrer. Donc, par rapport à la cybercriminalité, monsieur le commissaire l'a dit, là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que au-delà de cette loi-là, qui est venue tout récemment en décembre, là, il y a des problèmes de fond au Mali. Ce que nous n'avons pas. Apparemment, nos autorités, on a l'impression que les autorités n'ont pas appréhendé la nécessité même de prendre à bras le corps la lutte contre la cybercriminalité. Regardez, on a l'impression que au Mali, c'est un mythe. On considère cette histoire de cybercriminalité comme un mythe, alors qu'en réalité, c'est un fait réel, ça existe. Au-delà des activistes, des injures sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui mettent l'Internet et qui attaquent tous les jours les individus. Et malheureusement, on ne le sait pas tout le temps parce que c'est des victimes silencieuses qui ont peur et par pudeur n'ont pas le courage d'aller porter plainte. C'est-à-dire que les mesures répressives ne sont pas assez suffisantes. J'ai presque envie de dire, alors on sait qu'un cybercriminel peut vous estorquer de l'argent. On a vu le cas qui a fait vraiment un buzz planétaire, Wikileaks par exemple, ça fait le tour du monde. Alors est-ce que déjà à notre niveau national, il n'y a pas encore moyen de solidifier justement ces textes-là pour que les gens se disent, ah, il faut faire attention, dès que je m'attaque à quelqu'un sur un réseau social, ça peut me revenir avec un emprisonnement. Il y a des prémices, il y a des pas qui ont été posés, notamment notre loi de 2013 là, qui crée l'autorité de protection des données personnelles, qui dit clairement que l'informatique doit être au service de l'individu et non le contraire. Donc c'est pourquoi notre mission première, c'est d'abord de sensibiliser, de réguler le traitement des données personnelles. Je donne un exemple. Vous partez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous, on sort d'ici, quelqu'un prend nos photos, il les balance sans notre accord. D'accord. Notre rôle, c'est de dire, attention, ce n'est pas normal de publier la photo d'un individu sans le fait il y a un fait, c'est de prendre la photo avec son autorisation, mais l'autre aussi, c'est de prendre l'autorisation avec lui avant de la publier. D'accord. Donc notre mission, c'est de sensibiliser et de dire aux gens ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. D'accord. On va donner la parole à M. Mementa pour qu'il réagisse aussi sur ce volet précis. Vous qui êtes activiste, alors est-ce que vous pensez qu'on peut se lever du jour au lendemain pour poster des vidéos et s'appeler activiste, s'octroyer cette étiquette d'activiste? Non, on ne peut pas se lever un beau matin et se donner le nom activiste. D'abord, activiste, c'est quelqu'un, je vais vous expliquer en termes rapidement et clair en français, facile pour que les gens puissent comprendre. Adam avait une autre définition du mot activiste. C'est juste quelqu'un qui se lève pour se battre pour ou contre quelque chose, de façon concrète. Il mène des actions, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie courante ou bien dans la rue, comme ça. Il mène quelque chose contre ou pour quelque chose. Et puis, il est convaincu de ça. Il ne va pas juste le faire pour avoir de l'argent ou bien parce qu'on lui a payé pour aller faire ça. Voilà un activiste. Mais ici, chez nous, on appelle tout le monde activiste. Et c'est ce qui a même aggravé la chose. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent qu'on les appelle activistes. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils enregistrent des choses, ils filment des choses, ils prennent des photos, ils les balancent par-ci, par-là. Maintenant, deux, quant à la répression, je pense que chez nous, nous avons un véritable problème. C'est quoi? On s'attaque toujours à la conséquence et non à la cause. Vous savez, les dérives, c'est
c'est bien sûr, ce sont des conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux. D'où viennent ces dérives-là? Comme on le disait tout à l'heure en début de l'émission, la société d'abord. La société, vous savez, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est l'image de la société. Vous allez condamner des gens, vous allez les mettre en prison tant que vous ne combattez pas la chose qui est d'abord, comme le monsieur l'a dit, qui est d'abord la Keita. Monsieur Keita, excusez, excusez, comme nous sommes activistes, nous sommes comme ça au grain. Voilà. Voilà. Donc, il faut d'abord. Activiste veut aussi dire les choses vraies. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, il faut d'abord passer par la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent d'abord c'est quoi les réseaux sociaux, c'est quoi Facebook. Quand tu mets une image sur Facebook, quel est l'avantage, quels sont les inconvénients? Par exemple, toi, tu es une femme, tu viens mettre des photos bizarres sur Facebook et dans 15 ans ou bien 10 ans, tu vas te marier, tes enfants vont revenir voir ça après. Il y aura des conséquences forcément sur tes enfants et autres. Ou venir insulter. Mais même, vous parlez de Facebook, même à ce niveau, Facebook qui est devenu une grande institution mondiale, même à ce niveau, je pense qu'il y a des mesures assez préventives quand même. Hein, parce que vous publiez certaines choses, après, Facebook même peut vous attaquer ou bloquer, tout simplement fermer votre compte. Facebook bloque, par exemple, si vous publiez quelque chose et que moi je signale ou bien lui il signale, ou bien Facebook même vient voir que c'est quelque chose qui a un contenu indésirable, Facebook peut supprimer. Mais souvent, tant que les gens ne signalent pas, Facebook ne bloque pas, ne supprime pas rapidement. Donc, c'est des gens qui vont signaler. Souvent même, il y a des labels, même si vous publiez des choses qui sont bien, qui sont bonnes, qui sont de l'avantage pour la société, ça dérange d'autres personnes. Les gens vont signaler également et on va... En donnant la parole à Adam, quels peuvent être, selon vous, les effets provoqués justement par Facebook sur le comportement des individus dans la société malienne? On parle beaucoup de Facebook parce que on a l'impression que Facebook est le réseau social le plus en vogue, même si récemment on voit avec les téléphones WhatsApp, mais Facebook a commencé depuis des années aujourd'hui. Quels peuvent être selon vous les effets provoqués justement par Facebook? Par Facebook. Alors, les effets provoqués par Facebook, d'abord, c'est que Facebook a permis de donner le pouvoir aux citoyens. Un citoyen lambda qui, avant, ne savait pas ce qui s'est passé ou avait peur de donner son avis, grâce à Facebook, ce citoyen peut donner son avis. Donc Facebook a vraiment permis à ce que cette participation politique et citoyenne puisse prendre de l'ampleur et que chaque citoyen puisse donner son point de vue sur une situation bien donnée. Ça, c'est quelque chose. L'autre chose, c'est que Facebook a permis aussi de donner le pouvoir aux citoyens de pouvoir influencer les politiques. Les politiques tant sur le plan des textes que sur les plans de mise en œuvre. Aujourd'hui, les politiques ont peur de faire certaines actions parce qu'ils ont peur que les gens n'aillent pas exposer ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc du coup, Facebook a permis vraiment de donner ce pouvoir-là aux citoyens. Facebook aussi a permis à certains qui, dans la société, étaient exclus, c'est-à-dire des gens solitaires qui avaient du mal à se trouver des amis, qui avaient du mal à discuter avec des gens. Facebook a permis à ces gens-là d'avoir un espace où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent parler de leurs incompréhensions et autres. Parce que, vous savez, dans notre société, vous avez des gens qui sont souvent exclus. Ça peut être des exclusions basées sur la religion, sur l'ethnie, sur les orientations sexuelles, sur autres. Des personnes qui sont dans notre société, mais qui ne se sentent vraiment pas intégrées, qui ne se sentent vraiment pas compris par les autres. Donc, Facebook, les réseaux sociaux en général, ont permis à ces gens-là de pouvoir trouver un espace, voilà, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dialoguer avec d'autres. Facebook a permis aussi à des entreprises de pouvoir se développer. Oui, ça on l'a vu. Beaucoup d'entreprises se sont développées. Facebook a permis à des personnes aussi qui étaient pas du tout connues, par exemple des activistes, qui sont devenus des célébrités aujourd'hui. Et grâce à qui, peut-être qui ont eu beaucoup d'argent ou autres, parce qu'il y a des marques qui peuvent passer par eux, ils sont appelés comme des influenceurs, c'est-à-dire quand ils postent quelque chose ou quand ils font la promotion de quelque chose, ça influence des milliers de personnes qui commencent à s'intéresser à la chose et tout. Facebook a permis à beaucoup de gens de pouvoir avoir du boulot, ça a permis aussi même aux politiques de pouvoir associer à les commentaires ou les préoccupations des citoyens. Peut-être très souvent, on ne nous parle pas de ces côtés positifs, mais il y a aussi des pouvoirs qui tiennent compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour pouvoir améliorer leur travail de tous les jours. Donc ça, c'est beaucoup. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages que Facebook a apporté. Et nous, on travaille avec Facebook. C'est-à-dire dans chaque pays, Facebook a des partenaires qui travaillent avec eux. Quand il a parlé tout de suite pour dire que souvent, quand tu publies quelque chose, si ça ne plaît pas à quelqu'un, par exemple, je parle de quelque chose, ça ne te plaît pas à toi, tu signales.
Avant, Facebook, il bloquait systématiquement la publication avant de comprendre. Mais de plus en plus, Facebook ne le fait pas. Ils essaient de comprendre parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup d'activistes qui commençaient à bloquer parce que c'est les États même qui demandaient. Qui le demandaient, d'accord. Et il y a beaucoup de demandes aussi des États qui demandent, bon, parce qu'il y a des faux profils où les États demandent à ce que Facebook les délivre. Qui est derrière ces faux profils, c'est-à-dire c'est alimenté par qui, la personne se situe dans quel pays, ainsi de suite. Donc du coup, il y a... Monsieur, oui, excusez-moi. Oui, monsieur Keita, ce que Adam est en train de dire, Facebook, il n'y a pas que du mauvais dans Facebook, il y a du bien aussi, il y a des avantages énormes avec ce réseau social. On sait aussi que ça permet de garder le contact à distance. Un individu peut se trouver au fin fond de Gao, mais avec son simple téléphone, il peut garder le contact avec son parent qui est peut-être à la Silicon Valley, puisqu'on a parlé de Silicon Valley, vous voyez, les deux extrêmes. Voilà, donc est-ce que justement il ne faut pas essayer de positiver aussi avec ce réseau social-là et essayer d'aller vers des lois qui, enfin je dis des lois, en tout cas des méthodes qui sensibilisent plutôt. Oui, bon, je veux pas rebondir par rapport aux bienfaits. Adam les a suffisamment développés, mais moi, je préfère attirer l'attention de nos téléspectateurs sur un fait. C'est que Facebook, le débat est focalisé sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais au-delà de ces réseaux sociaux, Facebook même constitue un danger même pour les citoyens. Ah bon? Comment? Facebook, il y a des études qui ont montré que Facebook a la plus grande base de données d'identification des individus dans le monde actuellement. Ils ont développé des applications qui vous permettent de jouer, et en jouant, on vous dit dans 50 ans, comment serez-vous dans 50 ans? Vous prenez votre photo et l'application traverse votre photo et vous sort une image qui est supposée être votre image. On a tous vu ça. Donc, en réalité, derrière cette exploitation de votre image, il se cache une conservation des photos des citoyens. Donc, notre mission, ça va au-delà des citoyens. Parce que nous estimons bien sûr qu'il y a des dérives de la part des individus qui sont sur Facebook. Mais notre problème, nous, en tant qu'autorité de protection des données personnelles, c'est d'abord les géants eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont tendance à nous esquiver. Nous, on sait, par exemple, Facebook ils sont venus au Mali ici, ils ont travaillé avec la police, les services de renseignement, mais ils ont tout fait pour nous esquiver. Donc c'est pourquoi nous, au niveau des autorités de protection, nous disons aux gens, faites attention à ce que vous publiez. Parce que Facebook a créé notre système, notre philosophie, c'est la philosophie de l'exposition de soi. Chacun veut se donner un spectacle. Même dans les cimetières, on prend les photos de tombes pour les exposer. Quand lors des mariages, les femmes, quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, les femmes publient des photos avec les bébés ou des baptêmes pour dire ah ouais, mariage mondial, baptême mondial. Mais ils ne savent pas que ces données sont stockées des 1000 ans au niveau des bases de données, des data centers de Facebook. Notre mission, c'est d'abord de dire aux gens, d'accord, c'est bon, les réseaux sociaux, le numérique est bon, mais faites attention à ce que vous publiez. Ça, c'est la première mission de la PDP, la sensibilisation. Et dans ce cadre qu'on a signé un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour aller vers l'éducation des enfants au numérique dès le bas âge. Ça a été signé cette année, du moins en 2019, et je crois qu'on va aller vers ça. Oui, mais expliquez-nous comment est-ce que vous arrivez justement à protéger les données à caractère personnel, parce que ça c'est plutôt intéressant de savoir le Malien lambda qui est en train de nous regarder. Comment faites-vous? La première protection d'abord, c'est la sensibilisation, parce que là, nous disons, l'individu, généralement c'est l'individu. Facebook dit, la mentalité c'est quoi au niveau de Facebook? Ils disent qu'eux, ils ne collectent pas de données personnelles des utilisateurs. C'est les utilisateurs qui viennent volontairement, librement, leur offrir gracieusement leurs données personnelles. Donc, il ne faut pas de collecte de données personnelles des individus. Quand ils ont été interpellés par les autorités de protection. Donc, notre première mission, protéger d'abord, c'est prévenir. Nous disons aux gens, quand vous devez publier, c'est bon d'être sur Facebook, nous sommes tous sur Facebook, mais sachez ce que vous devez publier. Si vous devez publier également, faites en sorte que vous préserviez la vie privée des autres. Si vous voulez vous exposer, posez-vous nu, publiez la photo, tant pis pour vous, mais préserver l'intimité, la vie privée des autres citoyens. D'accord. Alors, monsieur Traoré, je me tourne vers vous. On sait que les gens, ils aiment faire le buzz et ils s'attardent surtout sur tout ce qui est négatif. Il vient de parler de nudité, par exemple. Alors, ce sont en réalité les images les plus recherchées sur ces réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il vous arrive fréquemment d'appréhender des gens qui sont des auteurs, justement, de ces posts-là, entre guillemets, nuisibles, et ceux-là aussi qui s'attaquent aux personnalités? Effectivement, comme on l'a déjà dit, Adam l'a déjà dit, c'est-à-dire Facebook c'est comme un village planétaire, c'est-à-dire c'est une autre planétaire qui s'est constituée de nos jours.
Donc, ce qui veut dire beaucoup de choses peuvent s'y passer. Et Facebook, WhatsApp, de façon générale, les réseaux sociaux, ce sont des matériels pour travailler. Des outils, oui. Des outils de travail. Mais de nos jours, on a transposé l'utilité de ces réseaux sociaux en autre chose. Au lieu que les messages de sensibilisation ne passent comme tu l'as dit, c'est plutôt on s'adonne à une technique de règlement de compte ou bien de dénigrement. Et sur les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp ou bien Facebook, nous avons des amis réels, des amis de la vie réelle, comme nous avons des amis virtuels, comme on le dit. Quelqu'un d'autre rentre en contact tout de suite avec le chroniqueur, l'activiste. Oui. Il se fait passer pour une dame. Et il envoie des photos de nudité. Lui, entre-temps, lui aussi, il envoie. Et par la suite, il se rend compte que, attention, ce n'est pas une dame qui est cachée derrière, mais plus aussi c'est un homme. Et il reprend les images maintenant pour les faire chanter. Et malheureusement, on va jusqu'au tricage des images. Ce qui veut dire juste qu'on va prendre une image de nudité et coller votre sexe sur l'image, faisant croire que c'est vous qui vous a donné à tel ou tel acte de chantage. Et ce chantage, ça peut se passer au Mali, comme des gens peuvent le faire ailleurs, vous faire chanter dans ces pays et demander souvent, envoie pour que je ne les publie pas sur les réseaux sociaux, envoie de l'argent par MoneyGram, envoie de l'argent par Western Union ou bien cherche un autre moyen de me donner l'argent pour ne pas le faire. Donc c'est pour vous dire, la loi quand même est allée pour recadrer tout ça. Mais il reste beaucoup à faire encore, il reste beaucoup à faire quant à la localisation des gens, parce que comme on l'a dit, c'est un village planétaire. Je rentre en communication avec toi, je vous fais croire que moi je suis là. Si vous n'avez pas la possibilité ou bien la technicité de savoir que moi je suis aux États-Unis en cherchant à savoir mon adresse IP ou bien au Canada, là vous allez croire que vous êtes avec un ami ici à Bamako, alors que c'est quelqu'un d'autre qui cache jusqu'aux États-Unis. Oui, parce que par expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ont fait croire qu'ils sont là à Bamako. Et quand on est rentré pour essayer de localiser, on s'est retrouvé aux États-Unis, au Canada, derrière des faux profils, pour essayer vraiment de causer des dommages à d'autres personnes. On va peut-être pas vous demander de nous dévoiler vos méthodes les plus fortes qui relèveraient certainement du secret professionnel. Mais comment est-ce que vous arrivez justement à mettre la main sur ces malfrats-là qui s'adonnent à de telles pratiques sur les réseaux sociaux? On veut en savoir davantage et expliquer aux téléspectateurs aussi qu'on ne peut pas rester comme ça sans sanction en mettant des choses assez néfastes sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, comme je vous l'ai dit, les délinquants, ils sont solidaires. Donc, au niveau de la répression aussi, les gens sont solidaires. Nous, quand même, au niveau de la brigade d'investigation judiciaire, cette brigade dont je suis le commandant, on a vraiment eu la chance de décider certains dossiers qui s'étendent sur 2 ou 3 pays. C'est-à-dire des gens qui ont une partie du groupe au Bénin, une partie du groupe ici au Mali. C'est tout un réseau qui s'adonne à certaines activités avec, comme je l'ai dit, des faux profils pour essayer de racketter les gens. On a eu la chance quand même de démasquer certains de ces réseaux avec la coopération policière. Ce qui veut dire quand on a réussi à mettre la main sur une partie ici, nous sommes rentrés en contact avec l'autre pays où se trouvent les restes du groupe qui, par la grâce de Dieu, avec leurs investigations, ils sont parvenus à interpeller les restes du groupe et aller même au-delà de ce que nous leur avons signalé pour dire attention, il y a le groupe est constitué de plusieurs personnes. Nous avons pu interpeller 3 personnes ici. Et dans les déclarations des 3 personnes que nous avons interpellées ici, ils disent qu'il y a 3 autres personnes dans un autre pays que je vais taire le nom. Mais eux, on leur a donné les pistes à explorer. Dans le secret. Voilà, des appâts que nous avons eu à faire. Ils sont parvenus à interpeller les autres dont nous avons parlé et au-delà, ça rendre compte qu'il y a d'autres barons derrière qu'ils ont pu interpeller. Donc, d'un coup, vraiment, toute la bande a été mise hors d'état de nuire. Tout à fait. Alors, monsieur Mementa, activiste, vous l'êtes. D'autres leçons, on a vu, sans pour autant citer de nom, on a vu certains sortir du néant carrément pour être de grandes célébrités dans ce pays, justement. Alors, est-ce que ça donnait aux injures sur les réseaux sociaux? On a vu des personnalités, on s'attaque à des personnalités, et des personnalités d'ailleurs de tous bords. Hein. Ça peut être, ce sont parfois des personnalités religieuses, ce sont parfois des personnalités politiques. Est-ce que, entre vous, activistes, est-ce qu'il n'y a pas ce message de sensibilisation pour restreindre justement ces dérives-là? Si, il y a ce message, mais ça ne passe pas beaucoup. Parce et pourquoi ça ne passe pas beaucoup? Pourquoi justement, on aimerait savoir? Lorsque aujourd'hui vous vous levez sur les réseaux sociaux
et que vous parlez de la sensibilisation, par exemple, la sensibilisation sur les réseaux sociaux, vous allez voir les followers vont diminuer, même les partages vont diminuer. Parce que ce n'est pas ce que la société demande. La société demande quoi? Viens insulter telle personne, viens descendre telle personne, viens dire que telle personne a fait ça. Vous voyez, c'est ce que la société demande au fait. Maintenant, au-delà de ça, d'où viennent ces injures-là? Si vous avez remarqué, ça a explosé à l'approche des campagnes 2018. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se font appeler activistes par-ci, activistes par-ça. Ils sont manipulés, soit même payés par des personnalités qui les envoient insulter d'autres personnalités. Et en retour, lui aussi, il prend, il le paye, il paye d'autres personnes pour aller insulter d'autres personnes. Maintenant, il y a également de l'autre côté, on a même vu avec les artistes maintenant, un artiste qui est bien écouté, qui est en train de faire des concerts et autres là, d'autres artistes veulent faire des buzz, veulent voir quelque chose. Lui aussi va passer par des groupes sur les réseaux sociaux pour insulter cet artiste-là, afin de pouvoir créer une certaine comment dire, la concurrence entre eux pour avoir. Donc, raison pour laquelle moi je dis, il faut toujours s'attaquer à la cause et non aux conséquences. Si, voilà, les autorités qui sont là, qui sont censées agir contre ces choses-là, souvent même, ça vient même d'eux. Ça vient même d'eux. Souvent même, c'est équiper certaines personnes pour aller dire certaines choses, ou bien pour quelqu'un, ou bien contre quelqu'un. Maintenant, en période de crise, je pense que les réseaux sociaux peuvent bien nous servir. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque les terroristes et les autres là attaquent nos bases et autres là, d'abord, ils coupent les communications. Ils coupent les communications. C'est très facile de communiquer. Et à travers les réseaux sociaux, on peut arriver à communiquer de façon positive, à alerter. Il y a des pertes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous utilisons les réseaux sociaux comme des moyens de revendication. Comme des moyens de revendication. Et surtout souvent comme des moyens de dissuasion. Lorsque nous pressentons qu'il y a des choses qui risquent de se passer, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi telle personne a fait cette publication. Mais réellement, c'était fait pour dissuader certaines personnes de ne pas faire certaines choses. Est-ce que, Adam, comme il le dit, est-ce que justement ces réseaux sociaux ne doivent pas être plutôt utilisés à des fins répressives, enfin pas répressives, dissuasives, j'ai envie de dire. Il faut faire attention au mot dissuasive, j'ai envie de dire. Alors, ça dépend. Hein? Ça dépend. On parle de réseaux sociaux, conflits. Oui. Est-ce que souvent c'est bon de publier, enfin ce n'est même pas bienséant de publier des images de nos braves soldats dans des situations très difficiles? Ça peut saper carrément le moral de nos troupes. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça dépend hein, quand vous dites est-ce que les réseaux sociaux ne doivent pas être utilisés? Parce que les réseaux sociaux, peut-être pour certains c'est un outil de travail, mais pour d'autres c'est un outil ludique. Hein? Juste pour ça en fait. Et chacun l'utilise comme bon lui semble. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite où il n'est pas dit que bon, quand tu utilises Facebook, voici ce que tu dois publier, voici ce que... Non, tu l'utilises comme tu veux. Tu fais ce que tu veux avec ton réseau, mais dans la mesure de protéger quand même les droits ou les libertés des autres. Maintenant, en période de crise, ce qu'il faut, c'est que l'autorité de l'État doit s'imposer à tous les niveaux. On a vu qu'on s'est trop adonné à partager, c'est-à-dire c'est comme si on prend du plaisir à partager les corps des morts de nos soldats et autres pour dire... Pourquoi ça s'est arrivé? Parce que nous sommes aussi dans un état où on a tendance à vouloir cacher l'information aux gens. C'est-à-dire nous sommes dans un pays où les citoyens n'ont pas du tout confiance, ou ont très peu confiance aux autorités, notamment aux autorités politiques. On voit que même quand il y a une attaque et que l'État dit, le ministère de la Défense communique pour dire qu'il y a eu 20 morts, vous allez entendre dans les grains, les gens vont dire, ah, sûrement il y a eu plus de 80 morts. Si tu vois qu'ils ont dit il y a 20 morts, sûrement il y a plus de 80 morts. Donc, parce que les gens n'ont vraiment plus confiance. Donc, souvent, les gens font ces publications-là pour dire, on va publier pour leur montrer que ce n'est pas faux. Oui, mais justement, est-ce que ce manque de confiance vis-à-vis de l'État doit aussi s'expliquer par véhiculer des effets boomerang? Parce que comme je vous l'ai souvent, comme vous dites, même si les faits ne sont pas avérés, il y a cet effet boomerang qui consiste à dire, bon, il y a eu plus de morts que ce que l'État dit. Oui, comme je vous l'ai dit, en fait, les réseaux sociaux ne sont que le reflet de notre société. Ce qu'il a dit, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se dit dans les grains, c'est ce qui se dit dans les familles, c'est ce qui se dit dans les écoles. Ce n'est que le reflet de ce qui se dit dans notre société. Maintenant,
il y a la sensibilisation qui continue sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, attention, n'exposez pas le corps des soldats morts au front, ne donnez pas certaines informations parce que ça doit être considéré comme de renseignements d'État, comme des secrets d'État. Ne donnez pas, mais on a tendance à tout banaliser, surtout la défense aujourd'hui. La sécurité au Mali est devenue l'affaire de tout le monde, où on est tous experts de la sécurité, où tout le monde peut dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse régler cette situation une bonne fois pour toutes. Donc chacun d'entre nous est devenu des experts et c'est un sujet, comme il l'a dit, c'est un sujet qui attire. Le problème au Mali des pseudo-activistes, c'est quoi? C'est que les gens sont beaucoup plus à la recherche des j'aime, des commentaires et des partages, et non pas pour sensibiliser. Les gens disent ce que les gens veulent entendre. En fait, on a l'impression que les activistes influencent, mais en réalité, c'est les activistes qui sont influencés parce qu'ils suivent la masse. Ils disent ce que la masse veut entendre. Pas forcément ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient, mais parce qu'ils veulent que les gens aiment les publications, les gens partagent, les gens commentent. Donc du coup, qu'est-ce qui fait ça? Nous sommes dans une société où quand je me lève pour dire que Diarra est mauvais, il y a beaucoup plus de gens qui viennent s'arrêter pour demander « Ah bon, hein, n'est-ce pas ?» Mais quand je vais commencer à dire les bienfaits de Diarra, tu trouveras toujours quelqu'un qui viendra dans tes commentaires pour dire non, attention, fais attention à ces gars parce que moi, j'ai eu à collaborer avec lui dans le temps. Ça dit, ça, c'est notre société. Ça, c'est pas les réseaux sociaux. Ça, c'est la société malienne. Donc, il faut changer ça. Il faut sensibiliser. C'est la sensibilisation qui va amener. Pas les réseaux sociaux. Pas Facebook, pas WhatsApp et autres. Ça, c'est vraiment notre comportement de tous les jours qui doit changer. Et ça passe par l'éducation. Dans la famille, à l'école, à tous les niveaux. Les données personnelles dont il a parlé, oui, les données personnelles, on vient sur Facebook, Facebook, au fait, chacun d'entre nous, tu valides. Facebook te dit, quand tu vas créer ton compte, tu es d'accord de stocker tes données personnelles chez Facebook. Chacun d'entre nous, ça sort, mais personne ne les lit. On vient juste, on est pressé parce qu'on veut avoir accès à notre compte, on est pressé, on met juste OK, on passe. Sans pour autant, mais pourtant, c'est un contrat entre toi et Facebook que tu as signé. Oui, tout à fait. Tu signes ce contrat, tu ne le lis pas, ni rien, et tu es sur Facebook. Un contrat qui ne t'oblige pas non plus à respecter en fait, les clauses. Oui, mais de plus en plus, Facebook est en train d'aller vers le respect de ces réglementations. Parce que chaque fois, il y a des nouvelles politiques. Absolument. Et Facebook partage ces nouvelles politiques avec les utilisateurs, mais malheureusement, qui ne sont jamais lus. Ouais, on donne la parole à monsieur Keita. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans un schéma de guerre de la communication aussi, avec tout ce qui se passe sur les théâtres, des opérations des photos de morts qu'on publie à tort ou à raison? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas là un énorme travail que vous êtes amené à abattre pour vraiment sensibiliser davantage les citoyens maliens? Merci de cette question pertinente. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais répondre par rapport à la question sur la cybercriminalité. Bon, c'est bien ce que fait la BIJ, mais il faut reconnaître que nous, on a un problème institutionnel au Mali, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement institutionnel de lutte contre la cybercriminalité. Même eux, à leur niveau, ils se sont permis, c'est vraiment par ingéniosité qu'ils ont créé cette petite unité de lutte contre la cybercriminalité au niveau de la BIJ. Sinon, il n'y a aucun texte qui crée une structure dédiée à la lutte contre la cybercriminalité au Mali. Oui, c'est parce que je peux peut-être me tromper, c'est parce que les gens se cachent toujours derrière des profils factices. Non, pas ça. J'ai dit, il n'y a pas de structure dédiée à la lutte, une structure étatique dédiée à la lutte contre la cybercriminalité en République du Mali. Les policiers peuvent les faire, les magistrats peuvent les faire de façon vague, mais il n'y avait pas de texte. C'est additionnement en décembre passé que la loi a été votée. Mais au-delà de la loi, il faut des structures, il faut la prévention, il faut une autorité administrative qui gère, qui avise, qui produit des conseils et qui alerte même en cas de menaces. De nouvelles menaces par rapport aux infrastructures informatiques. Mais au Mali, ça n'existe pas à présent. Donc on est trop à la traîne par rapport à la cybercriminalité d'abord. La BIJ fait ce qu'elle peut faire, mais elle n'est pas bien outillée. Même pour bien coopérer avec la BIJ et RPI, qui ne coopéreront pas avec, parce que quand ils vont voir qu'il n'y a pas de structure administrative dédiée à cela, il n'y a pas de magistrats dédiés à cela, il n'y a pas de magistrats spécialisés dans ce domaine, là ils ne vont pas coopérer. Mais par rapport à l'information pendant les périodes de crise, vous savez, Facebook, c'est le plus grand vecteur de communication des terroristes. Non seulement ils font leur propagande sur Facebook, mais aussi ils recrutent.
recrutent. Comme les armées recrutent des soldats, ils envoient les publications de recrutement sur les pages des réseaux sociaux. Les djihadistes aussi, les terroristes, ils recrutent. Et c'est le plus grand moyen de recrutement pour les djihadistes. Non seulement ils se donnent en spectacle, ils publient leurs trucs, mais aussi ça les permet de recruter des gens qui sont tentés, qui sont dans la précarité par exemple, qui sont tentés d'aller vers eux. Mais au-delà, pour les cas maliens, c'est qu'on a un problème. Moi, ça c'est ma pensée, ça c'est ma réflexion personnelle. Même l'État, moi ça c'est entre guillemets, l'État même faute. J'ai vu récemment, des armes sont venues. Alors qu'il y a une théorie de la guerre qui dit, pour gagner une guerre, lorsqu'il faut connaître l'ennemi, il faut te connaître d'abord toi-même et connaître ton ennemi. Nous, tout le monde sait qu'on a... Cette allusion à l'acquisition récente des blindés par l'armée malienne. Ça a été à votre avis, ça ne devrait pas être moi, à mon avis, médiatisé? Je ne suis pas spécialiste de la guerre, je ne suis pas un militaire, mais moi, à mon avis, il y a des gens qui ont de la bombe nucléaire qui ne l'ont jamais dit. Plus tu es discret par rapport à ta puissance de feu, plus tu peux faire mal à ton ennemi. Mais si vous montrez à votre ennemi que, ouais, voilà, moi j'étais démuni, je n'avais rien, mais c'est maintenant que je viens d'avoir des blindés, ils vont trouver, surtout que, on l'a dit à un moment, le Mali est attaqué, pas seulement par des djihadistes maliens, nous sommes attaqués par des groupes terroristes venus du monde entier. Donc c'est des grands experts. Laissez-moi terminer cet aspect. C'est des grands experts qui sont très rodés dans la guerre, dans l'art de la guerre. Vous leur montrerez des acquisitions, des blindés, ils vont chercher des moyens pour les faire sortir. Donc, ça c'est un. De deux, il faut qu'au niveau de l'armée même, qu'on régule un peu la communication, le usage des réseaux sociaux, des appareils, des téléphones au niveau de l'armée. L'armée, d'accord, les soldats c'est des êtres humains, et quand on sait que les militaires sont en majorité jeunes, de 18 à 35 ans majoritairement, là ils sont tentés d'aller de s'exposer sur les réseaux, mais il faut qu'au niveau de la hiérarchie militaire, qu'on prenne des directives pour leur dire, pour demander aux commandants d'unité et autres, leur dire, attention, dites à vos éléments de ne pas publier ou de ne pas vous exposer. Dès lors que vous donnez votre position militaire, lors d'une opération militaire là, vous exposez. Et regardez, tout près, il y a un pays voisin. Assez rapidement. Non, rapidement, très rapidement. Oui, il y a un pays voisin. Voilà, il y a l'ordre public physique. Quand les gens veulent marcher, il y a les policiers qui sortent pour les empêcher de marcher. Ça, c'est l'ordre public. Mais il doit y avoir l'ordre public numérique également. Numérique aussi, donc, nous devons aller vers ça. Donc, quand on est en crise, il faut des mesures un peu liberticides pour parer à beaucoup de surprises. Il y a un pays voisin, je ne dirais pas le nom, qui a pris des lois très draconiennes pour amoindrir non seulement la prise des images des actes terroristes, parce que c'est de la propagande pour eux, pour les terroristes, la diffusion, la publication, les partages. Vous partagez des images de terroristes, vous prenez 5 ans de prison. D'accord. Monsieur Traoré, est-ce que vous partagez l'avis de M. Keita quand il dit que justement la réception, l'acquisition de ces blindés n'aurait pas dû être médiatisée de la sorte? Est-ce que ça n'a pas plutôt un effet de dissuasion aussi face à l'ennemi? Bon, c'est un couteau à double tranchant. Peut-être ça peut être un effet de dissuasion contre l'ennemi. Et il est bon aussi quand même d'être un peu discret par rapport à sa force de frappe. Tout comme ça, c'est vrai, le Mali a acquis beaucoup de choses entre 2013 et aujourd'hui. Mais mes propos que je vais tenir ici m'engagent moi. Ça m'engage personnellement. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait la discrétion sur tout ce que nous avons eu à acquérir et tout ce que nous avons eu à recruter comme personnel. Mais par rapport quand même à l'espace numérique utilisé par les réseaux sociaux en ces temps, le Mali est en guerre, le Mali est en conflit, mais le Mali ne connaît pas son ennemi. Ce qu'il y a de nos jours, l'ennemi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, d'autres les appellent djihadisme, mais notre jargon, le djihadisme n'existe pas dans notre jargon. Nous, on parle de terrorisme. On parle de terrorisme. Et le terrorisme, comme les mots l'expliquent, c'est la terreur. Il faut faire peur. Et maintenant, quand nous prenons les images des théâtres d'opération, les images des scènes d'explosion, et que nous les véhiculons sur les réseaux sociaux, les gens qui n'avaient pas accès ont eu accès, qu'est-ce que ça peut faire comme piscose? Et voilà que vous êtes en train de faire de la publicité et de la propagande pour l'ennemi sans vous rendre compte. Parce que lui, son objectif, c'est d'atteindre le plus grand nombre pour dire, voyez, c'est ça ma force de frappe, voilà les dégâts que j'ai eu à causer à l'État. Donc si nous, à notre niveau, la logique veut que ces images, même nous les avons, nous devrons les garder par devers nous. L'État est aussi dans une logique de
conserver un peu le moral des troupes. Oui, absolument. Voilà, de conserver le moral des troupes. Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter très souvent de balancer ces images qui vont démoraliser la troupe, les parents, les proches, et même les populations, et même les policiers. Voilà. Que pouvez-vous, justement, m'adressant à M. Mementa, en tant qu'activiste, que pouvez-vous préconiser pour lutter contre les dangers qui peuvent justement découler de cette utilisation abusive des réseaux sociaux? D'abord, vous savez, nous sommes en temps de guerre, comme le disent nos autorités, alors que quand on est en guerre, souvent l'individu peut passer des journées sans manger, mais c'est difficile de passer des journées sans information. Il faut informer. Lorsque les gens ne sont pas informés, vous savez, la nature a horreur du vide. Lorsque les gens ne sont pas informés, il y a la psychose qui s'installe. Les gens ont peur, ils veulent coûte que coûte avoir quelque chose, être au courant de quelque chose. Et c'est en ce moment-là que les individus mal intentionnés rentrent dans le jeu et font véhiculer tout ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, l'État doit revoir sa copie, essayer d'être le premier, tout faire pour être le premier à communiquer, à donner des informations. Vous savez, les activistes sont là. Et avec leurs petits moyens, avec leurs propres moyens, souvent il y a des gens qui donnent de l'information, qui essaient de rassurer, comment dirais-je, la population. L'État, même si nous savons que les choses sont difficiles, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais l'État peut faire en sorte que de donner des informations, souvent, je ne dirais pas à temps, mais souvent de donner des informations avant que les gens n'aillent chercher. En même temps, M. Mementa, il y a une grande méfiance aussi par rapport à toutes ces publications. Est-ce que vous pensez réellement que le citoyen lambda doit plutôt prendre ces informations sur les réseaux sociaux comme de l'argent comptant, alors qu'il y a des télévisions, des radios, des journaux? Oui, mais qu'est-ce qui amène ça? Aujourd'hui, je vais vous dire sur le plateau ici, il y a beaucoup de Maliens qui font plus confiance à nos publications que ceux qui se disent à la télé. Pourquoi? Vous êtes sûr de cela? Si, parce qu'à chaque fois qu'il y a des attaques, nous on nous appelle. À chaque fois qu'il y a des problèmes, nous on nous appelle, on nous envoie des messages, nous avons ces problèmes, on veut se déplacer par ici. Je vais juste vous donner un petit exemple. Comment dirais-je, entre Bankas et Bayankara, il y a un pont qui a été saboté par les terroristes et ce qui a fait que les gens sont obligés d'aller emprunter des chemins dangereux et ça a occasionné plus de 50 morts comme ça. Donc les gens se sont levés pour appeler l'autorité à venir réparer ce pont pour qu'ils puissent passer et ne pas être obligés d'aller emprunter des chemins dangereux. Et ça n'a pas marché. Ils sont passés par beaucoup de chemins, ça n'a pas marché. Donc quand on nous a rapporté la chose, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'affaire sur la place publique et 2 jours après, le ministre a réagi. Donc, c'est comme si le ministre même, l'autorité même est en train de nous dire, bon, si vous voulez que nous réagissons, partez sur les réseaux sociaux. Donc, tant que vous ne partez pas sur les réseaux sociaux, nous n'allons rien. D'accord. Adam, est-ce qu'à l'heure où l'on assiste à une floraison, j'ai envie de dire, justement, des fake news, est-ce qu'on doit donner réellement du crédit à toutes ces publications sur les réseaux sociaux, alors que nous avons des plateformes conventionnelles? Quand je dis plateforme conventionnelle, nous avons les télévisions, nous avons les radios, nous avons même les journaux quotidiens. Oui, alors, comme vous parlez déjà de fake news, c'était pour revenir un peu à ce que Michel Diarra et le commandant disaient par rapport à l'acquisition des matériels, le fait qu'ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi? Parce que bien avant l'acquisition de ces matériels, il y a quelques motos qui avaient été reçues. L'État n'a pas communiqué sur ça. Et à la grande surprise, on a vu qu'il y avait des publications dans les groupes WhatsApp, mais aussi sur Facebook, pour dire que voici les motos que la France a commandées pour les groupes terroristes. Vous voyez? Et ça fait le buzz. Oui, ces motos-là viennent d'arriver à l'aéroport de Bamako. Alors, c'est quelqu'un qui a pris les photos et qui a mis sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, ce sont des motos commandées par la France pour les terroristes. Voici les motos que les terroristes utilisent et tout. Et ça fait le buzz. Il a fallu que la DURPA, qui est la cellule de communication de la défense, sortir pour démentir, pour dire non, ce n'est pas ça. Maintenant, si vous n'êtes pas les premiers à donner l'information, ça s'est passé et qu'il y a beaucoup de gens qui avaient déjà crié à ça parce qu'il y a un sentiment anti-français qui était là et puis après il y a eu ça et les gens ont fait des publications. Il y a beaucoup de gens qui l'ont cru. Donc il a fallu qu'ils sortent pour démentir. Et même avec cette démentie, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas cru. Donc s'il y a d'autres matériels qui sont reçus, c'était logique qu'ils fassent aussi la communication là-dessus pour ne pas qu'on dise encore, bon, voici en plus des motos, voici des blindés encore qui ont été commandés pour les terroristes et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de fake news, effectivement, qui sont sur les réseaux sociaux, malheureusement, qui ne sont pas traqués, au fait.
Et les gens s'adonnent à des fake news sans pour autant être inquiétés. Parce que comme il l'a dit, il n'y a pas de cellule de lutte contre la cybercriminalité. Donc, du coup, c'est très libre. Celui-là proprement dit. Oui, proprement dit. Il faut se lever pour aller porter plainte pour qu'on puisse commencer, pour que la police puisse commencer à s'intéresser à une situation, et ainsi de suite. Mais avec les fake news, qui prend l'initiative de dire attention, ça c'est fake news, il faut qu'on cherche l'information, la vraie information. Celui qui a posté, il faut que la personne cherche que ça c'est des informations en temps de guerre qui ne sont pas permises. Mais ça ne se fait pas. Donc ça c'est des choses vraiment... Maintenant, comme il l'a dit, les gens font beaucoup plus confiance à ce que les activistes disent sur les réseaux sociaux que les télévisions ou les radios. Je valide parce que pourquoi? La lenteur de l'information, la lenteur du traitement de l'information, tant au niveau de l'administration qu'au niveau de nos chaînes nationales, font que c'est les réseaux sociaux qui deviennent les premiers canaux d'information. Et ce qu'on a vu très souvent, même si l'information est donnée à la télé ou à la radio, ça ne fait que confirmer. Et même ceux-là qui donnent l'information à la télé ou à la radio ne vont pas aller chercher l'information à la source. Ceux-là aussi sont sur les réseaux sociaux et copient les publications des activistes de gauche à droite pour le donner. C'est-à-dire c'est la même chose. Donc du coup, les activistes sont les premiers à donner ces informations. L'erreur que très souvent l'administration fait, c'est que il y a des activistes qui sont là, qui sont beaucoup plus rapides que vous parce que c'est leur outil de travail, c'est-à-dire c'est leur quotidien, c'est leur passion. Ils sont beaucoup plus rapides que vous. Maintenant, on prend des gens qu'on veut qui contraignent un peu ces activistes-là, c'est-à-dire que ces gens-là soient un peu la communication voilà, gouvernementale, mais sauf que ces gens n'ont pas les mêmes proactivités, les mêmes réactivités que les activistes, et souvent c'est peut-être pour contrer les activistes, c'est-à-dire les activistes sont premiers à donner certaines informations, il ne le faut pas. Donc quand on donne une information, dans la précipitation, on vient pour démentir et après il y a une confirmation officielle qui s'est faite. Donc pourquoi ne pas sensibiliser, pourquoi ne pas encadrer ces activistes pour que ces activistes-là soient un peu, je ne dis pas les porte-parole, mais que l'information qu'ils donnent soit l'information en droite ligne avec la stratégie de bataille de l'État. Au lieu que ces activistes soient exclus ou même souvent combattus parce qu'ils donnent les premières informations. Mais c'est eux qui sont contactés en première position. Souvent, quand les gens sont attaqués au front, ils contactent beaucoup plus les activistes à donner l'information qu'à contacter les télévisions nationales ou les radios, très souvent qui demandent de l'argent alors que les activistes ne demandent que l'information. Même si toutes les télévisions et radios ne demandent pas de l'argent, Adam, ça aussi il faut préciser. Bon, malheureusement, mon réalisateur me signale qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Il ne nous reste plus que 4 petites minutes avant de la refermer. Monsieur Keita, que faudra-t-il faire réellement pour lutter de façon efficace contre justement les dérives des réseaux sociaux? Mais vraiment en 1 minute, puisque on est à la fin de cette émission. Rapidement, moi je dirais, lors du débat, on a occulté un aspect du débat, c'est que c'est pas seulement les activistes qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a la presse, il y a une presse en ligne qui s'est installée, qui a dévancé la législation, qui est en train de faire presque n'importe quoi en ligne. Donc il va falloir que les ministères de la communication et de l'économie numérique s'attellent rapidement à l'élaboration d'une loi. On va les inviter la prochaine fois. Rapidement à l'élaboration d'une loi sur la presse en ligne. Sinon, le groupe de dérive, ce n'est pas seulement les activistes, c'est surtout la presse en ligne. Ils balancent des fake news. Et malheureusement, il n'y a rien de s'est fait parce que là, ils ne sont pas réglementés. Moi, à la place du ministère de la Communication, je leur demande aujourd'hui d'arrêter de publier. Sinon, ils sont passibles de peines prévues pour les partenaires d'identité de fonction. Parce que là, vous vous comportez en journaliste, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Donc, c'est une faute pénale que de se comporter en journaliste sur les réseaux, d'insulter les gens, publier les photos des gens. Une fois que vous êtes convoqué au pôle économique aujourd'hui, à la minute, avant même que vous présentiez devant les pôles économiques, je ne sais pas comment ils parviennent à avoir les informations. Là, ils publient telle personne, telle personnalité convoquée au pôle économique. Donc, c'est une atteinte aux données personnelles des citoyens. Là, les personnes qui sont victimes de ça peuvent non seulement attaquer devant la PDP, mais devant les procureurs compétents. Merci. Merci, on se tourne vers l'activiste. Alors, en 30 secondes, hein, j'ai envie de dire, que faudra-t-il faire réellement sur le terrain pour lutter efficacement je vais tout simplement dire rapidement que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que les gens disent fake news ou autres, ne viennent pas du néant. Ce sont des trucs qui ont été bien fabriqués par des gens à des fins bien précis. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir que l'État également revoie sa copie, travaille de telle sorte
au lieu de combattre les activistes, au lieu de les faire ceci, au lieu de les faire cela, il faut travailler avec ces activistes-là pour qu'ils puissent rendre service à l'État. Sinon, si l'État se met à combattre ces gens-là, moi je pense que ça ne va pas donner grand chose. Merci, voilà, merci d'être passé. Le dernier mot revient à M. Traoré. Le Compol Hamadoun Bilal Traoré, alors tous les regards se tournent vers l'État. Vous représentez, si j'ai envie de dire, l'État. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas mettre assez de moyens pour lutter efficacement contre les dérives qui découleraient justement de ces réseaux sociaux? Effectivement, je vais rejoindre les autres pour dire que quand même, bien vrai que je ne suis pas dans la bonne position, pour dire que les dérives que nous constatons aujourd'hui, ou bien l'utilisation abusive que nous constatons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est qu'un problème de société. C'est notre société, c'est le reflet de notre société, c'est le reflet de notre éducation. C'est pour cela que je vais rejoindre M. Keïta qui a toujours dit et toujours défendu qu'il faut passer d'abord par la sensibilisation. Mais maintenant, l'a dit, la répression, c'est après. La répression, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est plutôt agir en amont. Agir en amont pour éviter que ces dérives ne se commettent pas, pour éviter que ces fautes ne se commettent pas. Merci, merci d'être passé. On avait là le Compol Hamadoun Bilal Traoré, commandant Bige. Merci d'être passé pour ce débat sur les réseaux sociaux, sur l'usage abusif des réseaux sociaux. On avait également comme invité Adam Diko, qui est la directrice exécutive de la JICAD. Merci d'être passé par là. L'autre, lui, c'est M. Keïta, Aruna Keïta. Il est directeur des affaires juridiques au niveau de la APDP. Merci également à vous. Et enfin, on avait M. Drissa Mementa. Il est activiste président de l'association qu'on appelle Éveil de conscience. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. On se donne rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 21h45 pour la version en langue nationale bamanakan de cette même émission sans langue de bois. Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité.